Delphes, donc euh, j'ai compris. Voilà. Alors vous avez, hop, je dois revenir. Je fais une mauvaise opération. Voilà. Donc vous avez d'un côté Delphes, le supposé centre du monde grec, et puis de l'autre côté l'Anatolie occidentale. Alors j'ai utilisé cette expression un peu bizarre d'Anatolie occidentale puisque c'est un peu une sorte d'oxymore. Mais enfin bon, pour juste préciser que je ne vais pas, je vais me concentrer essentiellement sur la partie ouest donc de l'Anatolie et alors qu'évidemment il y aurait aussi des choses à dire sur les rapports par exemple de Delphes avec Urartu ou d'autres royaumes un peu plus lointains, mais je ne va pas être mon sujet d'abord parce que ça nous emmènerait très loin historiquement et géographiquement, et puis en plus parce que je suis pas du tout spécialiste de ces régions-là, donc je vais me concentrer sur ce que je connais le mieux. Alors, vous voyez sur la carte à droite donc une carte où figure un grand nombre de sites dont il va être question dans cet exposé, soit parce qu'ils ont offert des offrandes à Delphes, soit parce qu'ils ont consulté l'oracle, soit parce que des décrets nous apprennent que, il y avait des relations donc, entre Delphes et ces cités. Donc, pour des raisons très variées, très diverses, on fera un peu le tour de cette Anatolie occidentale. Alors, là aussi, très rapidement, un petit rappel donc, de Delphes vu par les Grecs dans le monde antique. Donc, comme je vous le disais, un peu au centre du monde, puisque les deux aigles lancés par Zeus de l'Est et de l'Ouest s'étaient retrouvés, réunis au-dessus de ce point matérialisé par l'omphalos que vous voyez ici. Et Delphes, surtout dans les premiers siècles, a joué un rôle assez important, pense-t-on, dans la colonisation, aussi bien donc à l'ouest, du côté de la Sicile et de la Grande Grèce, à l'est, qui va nous intéresser plutôt ici. Euh, Là aussi, avant de démarrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur la relation de Delphes avec la Grèce propre, dont on parlera très peu là ce soir. Mais donc Delphes était le centre d'une organisation internationale qui s'appelait l'Amphictyonie, qui regroupait 12 peuples a priori voisins ou situés autour de Delphes, mais en réalité la règle n'était pas tout à fait respectée, puisque comme vous le voyez sur cette carte, il y avait des Spartiates qui étaient quand même un peu lointains, et puis même au cours de l'histoire, il y a eu par exemple les Chiotes, les habitants de l'île de Chios, qui ont eu des représentants dans cette amphictyonie, donc dans cette assemblée. Des amphictyonies, il y en avait un peu partout, il y en avait en Ionie et dans d'autres régions, mais celle de Delphes a joué, en tout cas à une certaine époque de l'histoire, un rôle assez important, puisqu'elle s'est retrouvée au centre de plusieurs conflits entre ces peuples dont on ne parlera pas du tout ce soir, mais que vous avez ici sur la carte. Alors là aussi, je ne peux pas ne pas parler évidemment des relations entre Grèce et puis les peuples non grecs, ce qu'ils appelaient barbares, mais ne vais pas trop m'y attarder. Pourquoi? Parce qu'elles sont essentiellement présentes à des époques dont je ne suis pas du tout spécialiste et qu'elles sont plutôt étudiées par des spécialistes qui travaillent sur les offrandes donc au 7e, 8e, 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et par exemple, notre collègue Hélène Aurigny a fait de nombreux articles et sa thèse sur ce sujet, donc les objets d'importation orientale et notamment d'Anatolie qui se trouvent à Delphes. Et je veux juste passer quelques images pour rappeler quand même ces choses assez importantes, et notamment les rapports très importants entre Delphes et très anciens, entre Delphes, la Phrygie et la Lydie, qui sont connus évidemment surtout autour des offrandes qui ont été faites par les souverains, aussi bien de la Phrygie que de la Lydie. Et donc vous avez ici quelques exemples sur ces images. Donc des objets en bronze. Donc l'art d'une manière générale de la métallurgie était, pense-t-on, plus avancé, en tout cas très avancé en Asie mineure, plus en Grèce continentale. Et donc ces objets étaient extrêmement prisés. Et si vous visitez le musée de Delphes, pour ceux qui l'ont déjà fait parmi vous, il y a quelques salles où on se croirait pratiquement dans un musée quelque part en Anatolie avec des objets que, par exemple,
qui se trouvent beaucoup au musée des civilisations anatoliennes à Ankara, des objets d'origine phrygienne et qu'on retrouve donc de façon un peu exotique dans le musée de Delphes parmi les plus anciennes offrandes. Donc voilà des exemples notamment de ces trépieds, mais il y a des statues, des statuettes, des armes aussi qui reflètent donc on va dire, l'influence très précoce de ces territoires sur Delphes, et aussi non seulement les objets eux-mêmes, mais je dirais le sujet de ces objets, puisque vous avez par exemple ici des sphinx, des sirènes ou des animaux, par exemple des griffons qu'on a vus avant, qui sont souvent inspirés de l'iconographie on va dire orientale, et qui ont été repris, quelquefois réinterprétés, repris à leur profit par les Grecs du continent. Alors, parmi ces objets les plus connus, ce sont bien sûr ce qu'on appelle les ors et les ivoires, qui ont été trouvés par Pierre Amandry, un peu par chance, sous la voie sacrée en 1939, juste avant la guerre. Donc, une collection extraordinaire qui fait l'objet d'une salle dédiée au musée de Delphes. Et dans ces objets magnifiques, que vous voyez ici reproduits presque à l'échelle réelle, qui sont en fait pas très, pour certains d'entre eux, assez petits, mais absolument superbes. Leur origine orientale ne fait aucun doute. En revanche, leur identification est très controversée. Récemment, par exemple, le fouilleur de Gordione, en PJ, a proposé de reconnaître dans certains de ces objets des fragments des offrandes de Midas. On sait que Midas, par exemple, avait offert son trône à Delphes, et il pensait que c'était des objets en ivoire, en tout cas des appliques qui provenaient d'un mobilier offert par les Phrygiens en tout cas les rois phrygiens à Delphes. Alors tout le monde ne partage pas. Je sais que Hélène Origny, par exemple, est un peu sceptique sur ces rapprochements qu'elle juge un peu hâtifs, mais en tout cas, on va dire que l'origine géographique, en tout cas, est certaine. Et là aussi, vous avez des sujets, par exemple, ce personnage avec un lion rappelle des statues qui ont été trouvées tout récemment à Euromos, il y a 2 ans, et qui représentent aussi des personnages qu'on n'arrive pas à identifier, qui portent des lions, et qui sont typiquement des thèmes orientaux inconnus des Grecs, en tout cas à cette époque. Alors parmi les objets, les fibules évidemment phrygiennes aussi, qui sont des objets qu'on trouve en masse dans les musées de Turquie, et qu'on trouve également en assez grand nombre, qu'on continue. On a retrouvé dans les fouilles de Marmaria l'an dernier, on a retrouvé un de ces objets, donc des objets qui étaient assez nombreux parmi les offrandes faites à Delphes. Alors, Georges Roux, qui a travaillé presque toute sa vie sur Delphes, s'était beaucoup intéressé à certaines de ces offrandes, et certaines qui ont complètement disparu, qui sont connues uniquement par des témoignages littéraires ou historiques, et notamment les offrandes extraordinaires, enfin, qui avaient époustouflé les Grecs à l'époque, de Crésus. Donc cette fois-ci, il s'agit de la Lydie. Donc Crésus qui avait offert beaucoup d'objets en or, bien sûr. Donc l'inventeur, on va dire plus ou moins, en tout cas la Lydie était l'inventeur de la monnaie sous forme d'électrum, d'or et d'argent. Et il y avait des objets tout à fait fabuleux, fantastiques, qui avaient été offerts à Delphes. Et donc, bien sûr, il ne reste plus grand-chose. Les ors et les ivoires ont été retrouvés vraiment par chance, dans la mesure où ils avaient été abîmés dans l'Antiquité, donc enfouis, mis dans des favicas qui ont pu être retrouvés. Alors, on arrive maintenant, juste un petit rappel, là aussi, pour vous rafraîchir la mémoire selon l'époque où vous êtes allé pour la dernière fois à Delphes. Donc, le site de Delphes, comme vous voyez ici, se trouvait dans la ville de Delphes, dont on connaît mal les limites, qui est indiquée par une sorte d'ovale gris ici sur cette image. Donc, vous avez le sanctuaire d'Apollon à l'ouest, qui est au milieu, qui dominait le sanctuaire sur une sorte de terrasse surélevée. Et puis, vous avez à droite, de l'autre côté du ravin, le gymnase d'une part, et puis le sanctuaire sur lequel on travaille actuellement. Je travaille avec des collègues qui ont donc avec à la fois une fouille et l'étude de monuments sur ce qu'on appelle le sanctuaire d'Athéna Pronéa. C'est un terme
peut-être inexact, parce qu'il y avait d'autres déesses que Athéna qui étaient honorées dans ce sanctuaire, mais qui jouaient un rôle très important, aussi bien par la nature des dieux représentés, évidemment, qui étaient honorés, notamment Athéna et Artémis en premier, mais aussi par la qualité des bâtiments et des offrandes qui étaient faites et dont je vous parlerai d'ailleurs un petit peu par la suite. On continue donc le zoom. Alors si je prends ici un plan de un essai, on va dire, de restitution du plan du sanctuaire d'Apollon, euh, dans sa forme, une de ses formes les plus récentes. Alors, quand j'ai fait ce plan où j'ai reporté les offrandes faites par des cités ou des particuliers venant d'Anatolie, j'étais un petit peu déçu parce que finalement, il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, pas beaucoup qu'on pouvait localiser. Donc, vous voyez sur le plan que vous avez quand même un certain nombre de bâtiments. Alors, je me suis servi évidemment du travail incontournable de ma collègue Anne Jacquemin, qui est d'ailleurs à l'écran, que je profite pour saluer, et qui a dans sa thèse fait vraiment une étude, une synthèse sur la nature des offrandes et surtout l'origine à la fois géographique, mais aussi sociologique, historique et tout ça, des gens qui étaient en rapport avec Delphes. Donc je me suis servi à plusieurs reprises de son travail. Et vous voyez donc sur ce plan, on trouve le nom des Cnidiens, deux fois d'ailleurs, le trésor de Cnide, et dont l'emplacement n'est pas sûr, la Lesquée des Cnidiens, dont l'emplacement est sûr, dont je vais reparler, et puis évidemment la terrasse Attalide, puisque le royaume de Pergame, donc à une période plus récente, a eu des rapports très étroits donc avec le sanctuaire de Delphes. Dans mon étude, enfin bon, c'est pas mon étude, mais de mon exposé de ce soir, j'ai évacué les îles, même si celles qui étaient proches de l'Anatolie. Évidemment, ça n'a pas grand sens d'un point de vue historique, parce que c'est une île comme Chios, par exemple, faisait partie de l'Ionie, de la dodécapole ionienne, mais ça nous emmenait là aussi un peu trop loin. Donc, je suis resté dans le cadre de l'Asie mineure, on va dire continentale, voilà, de l'Anatolie au sens propre. Alors, voilà une carte que j'ai empruntée d'ailleurs au travail d'Anne Jacquemin, qui montre donc la répartition des donateurs à Delphes. Et vous voyez donc qu'il y a à peu près autant de donateurs qui viennent de l'ouest, de la Sicile ou de la Grande Grèce, ou même plus loin de l'Étrurie, que de donateurs qui viennent de l'Orient, donc et en particulier de la partie occidentale de l'Anatolie. Donc vous retrouvez toujours ces mêmes cités qui ont eu des rapports plus ou moins étroits avec Delphes. Alors, on a parlé donc de CNID, bien sûr, et Anne Jacquemin d'ailleurs signale que c'est assez étonnant que CNID ait eu des rapports aussi forts avec Delphes, dans la mesure où il y avait à CNID même un sanctuaire d'Apollon, donc elle aurait pu réserver ses offrandes et ses richesses pour son propre sanctuaire, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, des plus anciens bâtiments, en tout cas le plus ancien trésor en marbre offert à Delphes, était justement une offrande des Cnidiens. Alors malheureusement, c'est un monument dont on ne sait pas grand-chose, puisqu'il est toujours non publié. François Salvia, qui était en charge de cette étude, n'a pas eu le temps de mener à terme l'étude qu'il avait engagée il y a longtemps, mais il a donné quand même un certain nombre d'articles qui nous permettent d'avoir des informations. Donc c'était un trésor, comme j'ai dit, en marbre, donc c'était une nouveauté à l'époque. Et vous voyez ici, j'ai fait un zoom sur la dédicace qui avait été faite, enfin dédicace entre guillemets, qui avait été faite par les Cnidiens donc à Apollon et qui pose encore de nos jours des problèmes dans la mesure où elle ne correspond pas tout à fait à ce que dit Pausanias sur le trésor de Cnide, où il dit qu'il ne sait pas pour quelle raison les Cnidiens ont dédié ce trésor, alors que sur l'inscription, il est stipulé que c'est une dédicace qui a été faite sur des ennemis, sur des adversaires. Donc voilà, c'est une des très nombreuses énigmes qui subsistent encore à Delphes et qui pose d'ailleurs le problème de savoir qu'est-ce qu'on écrivait exactement sur les trésors pour permettre de les identifier, ce qui est loin d'être évident, ni à Delphes ni à Olympie.
Alors, si on remonte, on va regarder tout ça un peu chronologiquement. Donc, en remontant le temps, ici, on a bien sûr ce qui a énormément influencé à la fois la Grèce et le sanctuaire de Delphes, ce sont les guerres médiques, donc en 490 et 480, et qui souvent faussent un petit peu le regard qu'on a sur le rapport de la Grèce et de l'Empire perse, parce que au travers des guerres médiques, on a l'impression qu'il s'agit comment dire, d'adversaires irréductibles, et souvent au détriment d'une autre coexistence, on va dire, entre les Perses et les Grecs, et qui a été mise souvent un peu au second plan. D'ailleurs, quand les Perses sont arrivés à proximité de Delphes, ils avaient dans leur armée déjà toutes les Grecs du nord de la Grèce, donc les Thessaliens, les Macédoniens, tout ça, qui étaient leurs alliés en réalité. Donc les choses n'étaient pas aussi simples et on les a accusés, on a accusé en tout cas le- les prêtres de Delphes, en tout cas l'administration delphique, d'avoir pactisé, d'avoir médisé, c'est-à-dire d'avoir, En français, oui. je sais pas, il y a quelqu'un il y avait une question ou non, bon. D'avoir pactisé donc avec l'ennemi. Alors pourquoi est-ce que je parle des guerres médiques? C'est parce qu'elles ont évidemment donné lieu à des offrandes dans le sanctuaire, des offrandes très importantes, et où les Perses sont souvent pas représentés directement, ou presque jamais d'ailleurs, mais ils sont représentés de façon allégorique, plutôt par les combats mythologiques entre les héros grecs et les Amazones qui sont un petit peu une sorte d'assimilation, de représentation, d'allégorie des Perses dans ces batailles. Alors, avec Anne Jacquemin, on a récemment travaillé sur un des plus célèbres bâtiments de Delphes, le Trésor des Athéniens, qui a été reconstruit, et on a modifié de façon assez significative la décoration, en tout cas la décoration de toiture qui était proposée, qui avait été étudiée sur ce bâtiment. Et et on a proposé donc de reconstituer des groupes sculptés qui mettent en scène justement ces fameuses Amazones, alors Antiope et Hippolyte, qui étaient des Amazones qui avaient été en rapport avec les deux héros athéniens représentés sur ce bâtiment, c'est-à-dire Thésée, dont les exploits sont représentés, Thésée et Héraclès, et qui étaient représentés sur la toiture du bâtiment en train de descendre de cheval et de se soumettre justement aux héros athéniens. Donc on a ici comment dire, une iconographie tout à fait extraordinaire des guerres médiques au travers donc des mythes sur les Amazones, concernant les Amazones. Alors, on retrouve cette fois-ci de nouveau la Lesquée des Cnidiens, probablement là aussi en rapport avec une victoire grecque lors des guerres médiques, dans un autre bâtiment que nous avons étudié avec Anne Jacquemin, réétudié, qui est donc la Lesquée. Lesquée, ça signifie une sorte de club, si vous voulez, en tout cas un lieu de réunion. Pausanias nous dit que les Delphiens aimaient se réunir dans ce bâtiment. Et ce bâtiment il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui, mais il était célèbre dans l'Antiquité à cause des peintures qui s'y trouvaient du peintre Polygnote, et notamment d'un côté, celle qui est représentée sur cette image que vous avez sous les yeux, représente l'Iliou Persis, donc la prise de Troie, avec comment dire, la mort et la fin des Troyens sous le glaive des Achéens, et notamment, entre autres, de Néoptolème, qui avait son sanctuaire à Delphes et qui était représenté, paraît-il, sur ces toiles, justement parce qu'il était enterré juste en contrebas de ce bâtiment. Donc là aussi, les guerres médiques se donnent l'occasion de faire des offrandes, ou en tout cas d'intervenir ou d'être présent dans des offrandes. Alors en haut à droite, vous avez un petit dessin qui représente une offrande qui n'était pas connue et qui était aussi faite par les Cnidiens et qu'ils ont faite au IVe siècle. Les Cnidiens, en fait, ont fait beaucoup d'offrandes. Ils ont offert une grande statue au théâtre. Ils ont offert il y avait une offrande aussi avec le géant Titios à l'entrée du sanctuaire. Donc ils étaient très, très présents. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient doriens eux-mêmes? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour
pour cela. En tout cas, ils sont omniprésents à Delphes, on peut le dire. Alors, parmi les choses qui nous intéressent aussi beaucoup avec Anne, dans l'iconographie, c'est le rôle particulier du palmier qui a été un petit peu ignoré jusqu'à présent, en tout cas dans le cas je dirais, de la Grèce classique ou continentale. On s'est rendu compte qu'un certain nombre d'offrandes à Delphes faisaient appel à l'image du palmier, soit littéralement, par exemple dans le trésor de Corinthe, il y avait une représentation d'un palmier avec des grenouilles qui intriguait beaucoup plus tard que ses amis, mais aussi sur des offrandes, notamment toutes celles assez nombreuses qui reposaient sur des bases qu'on a improprement appelées campaniformes, donc en forme de cloche, alors que les cloches n'existaient pas à cette époque-là, en tout cas telles que nous les connaissons dans nos églises. Donc c'est un terme un peu impropre, on devrait les appeler palmiformes et non pas campaniformes. Mais probablement, si le palmier a eu un tel succès, à l'époque il n'y avait pas de palmier en Grèce, à part le palmier de Délos, où était né justement, au pied duquel étaient nés Apollon et Artémis. Donc si le palmier était vraiment un symbole de l'Orient, une représentation immédiate. N'importe quel visiteur, en voyant un palmier, comprenait immédiatement que ce palmier signifiait l'Anatolie. Ceux qui connaissent, par exemple, la Lycie savent qu'il y a une ville qui s'appelle Phiniquée, qui se trouve en Lycie et dont le nom signifie tout simplement le palmier. Et voilà, continue à signifier le palmier. Et le palmier est vraiment le symbole, est un des symboles qui permettent d'identifier la victoire sur des Perses et sur des Orientaux d'une manière générale. Et Pierre Amandry avait étudié les représentations de pieds de palmier qu'on a sur les colonnes de Persépolis, par exemple, et qui ont été faites par des artisans ioniens qui s'étaient donc, vous voyez qu'il y avait pas, il se faisait pas uniquement la guerre, il y avait des échanges aussi culturels et commerciaux. Et les artisans ioniens avaient représenté très souvent des pieds de palmier au pied des colonnes des grands monuments persépolitains. Voilà, donc il y a vous voyez toutes sortes de directions un petit peu inattendues qui permettent de mettre en rapport l'Occident et l'Orient. Et Pierre Amandry avait consacré une partie de sa vie aux recherches justement entre l'Iran. Il était allé en Iran assez souvent pour essayer de mieux comprendre ces rapports. Alors maintenant, on va arriver progressivement donc à une période plus récente, au IVe siècle, où les rapports vont être très intenses. Alors, beaucoup d'historiens disent que à partir du IVe siècle, à partir surtout de la Troisième Guerre sacrée, l'importance donc historique de Delphes et de l'Amphiktyonie va déclinant et va quasiment disparaître à partir du IIIe siècle. Donc c'est sans doute vrai, mais en même temps, comment dire, la position et le rôle de Delphes en tant que centre religieux, même si c'est plus politique, reste quand même très important. Et énormément de cités d'Asie mineure envoient des émissaires à Delphes pour obtenir des conseils, des réponses sur des problèmes qui les préoccupent. Ici, on a une offrande un peu mystérieuse puisque c'est la cité de Milet qui a offert à Delphes des statues de Hydrios et Ada, donc qui sont deux enfants un fils et une fille de Mosol. Et bien sûr, les statues ont disparu. On a juste le texte. On ne sait pas très bien pourquoi c'est la cité de Milet, dont on ne connaît pas les rapports avec la Carie, avec Halicarnasse, qui a offert ces statues, mais qui montre là aussi que les rapports étaient étroits entre les Cariens et le continent et Delphes. Alors, évidemment, ces rapports entre Delphes et l'Anatolie posent le problème du rôle et de la fonction et de l'importance des autres sanctuaires, notamment des sanctuaires oraculaires qui faisaient, enfin, en rapport avec Apollon et qui se trouvaient, eux, en Anatolie. Donc, est-ce que c'était des sanctuaires qui dépendaient, qui étaient inspirés de Delphes, ou est-ce qu'au contraire c'était des sanctuaires rivaux de Delphes? On se pose toujours un peu cette question, notamment à propos des deux sanctuaires principaux, qui sont d'une part Claros et Didyme, qu'on verra juste après, donc deux grands sanctuaires dédiés à Apollon, où là aussi l'activité donc oraculaire était importante.
sur cette image, vous voyez donc l'étonnement un petit peu, ou en tout cas la joie de Roland Martin, le fouilleur de Claros, en 1961 ou 62, quand il découvre dans la crypte du temple d'Apollon à Claros, non seulement la crypte en très bon état, bien sûr, mais aussi dedans, encore en place, un omphalos, un peu surprenant, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'omphalos était censé représenter le centre du monde qui se trouvait à Delphes et non pas à Claros. Donc, on voit ici une sorte de rapport un peu difficile à interpréter entre une sorte d'oracle majeur qui est Delphes et un oracle qui est aussi important, mais peut-être qui se réclame quand même de Delphes. Et on retrouve le même problème dans un tesson qui a été trouvé tout récemment par Madame Nouran Chahine dans ses fouilles à Claros, qui est représenté en haut, et vous voyez Apollon qui tient un animal un peu difficile à identifier. Et derrière lui, on voit une sorte, j'ai l'impression que c'est une sorte de proue de bateau, mais je suis pas sûr, en forme comment dire, d'animal et probablement donc de groin. Et dessous, vous voyez écrit Putio ou Pution, enfin en tout cas c'est Apollon Pythien. Et donc là aussi, on est un peu surpris que les gens de Claros se réfèrent de façon aussi explicite et à l'Apollon de Delphes. En même temps, vous avez à droite, donc dans le temple d'Apollon clarien, vous avez la reconstitution qui a été faite par Jean-Marc Cadet de la triade apollinienne, donc des statues énormes qui faisaient 8 mètres de haut, représentant donc Leto, Apollon dont il reste plus que les jambes au milieu, et puis Artémis à droite. Non, pardon, Artémis à gauche avec son voilà, Artémis, Apollon et Leto. Et donc, il fait référence à quelque chose de très important, la triade apollinienne, mais que, assez curieusement, qui est assez peu présente à Delphes, alors qu'elle est assez présente dans pas mal de sites en Asie mineure. Donc on a à la fois des rapports étroits entre ces différents sanctuaires et en même temps des différenciations. On peut peut-être imaginer que chaque sanctuaire d'Apollon delphien, clarien ou de Didyme essayait de se singulariser par des particules. Alors notamment à Claros, Nouran Shaheen vient de retrouver il y a 2 ou 3 ans la fondation d'un troisième temple. On connaissait déjà celui d'Apollon et celui d'Artémis, un autre temple qui serait de l'autre côté, qui selon elle est le temple de Leto. Donc Leto était assez peu, il y avait le rocher de Leto à Delphes qu'on montrait. Artémis n'est pas très présente à Delphes. Elle avait un temple, mais elle est un peu, c'est un peu une arlésienne, si je puis dire. Et donc la triade apollinienne, on a l'impression qu'à Delphes, c'est Apollon qui règne un peu en maître et qui laisse peu de place à sa mère et à sa sœur. Euh, le didyméon, je ne vais pas m'attarder dessus, mais donc là aussi, on a donc la question de savoir quel était le rapport. Il y avait une amphictyonie, donc ionienne aussi, qui était en rapport avec ce sanctuaire fédéral, confédéral. Et on a là aussi toute une histoire donc de l'oracle de Delphes, lié apparemment à Artémis, puisque le nom même de Didyméon fait allusion aux jumeaux Apollon et Artémis, et qui est là aussi assez singulier par rapport à ses équivalents à Delphes et Claros. Enfin, autre sanctuaire important pour le culte apollinien, c'est bien sûr le Léthoon, à côté de Xanthos, en Lycie. Donc ici, vous avez des images modernes de Leto avec ses 2 enfants. Donc vous connaissez peut-être l'histoire, sinon je la rappelle rapidement. Leto, donc après avoir accouché à Délos, est pourchassée par la colère des rats et elle erre partout. Elle n'a pas le droit de s'installer. Elle est repoussée par tout le monde jusqu'au moment où elle arrive donc dans ce marais au sud de la Lycie où tout d'un coup elle se souvient qu'elle a quand même des pouvoirs surnaturels. Elle avait un peu oublié ça et donc elle transforme les habitants de Lycie qui voulaient la chasser en grenouilles. C'est ce qui est magnifiquement représenté dans cette fontaine dite de la Tonne à Versailles, à gauche, dont Christian Leroy m'avait expliqué que c'était une allusion au règne à la Fronde et la façon dont Louis XIV avait été
protégé par sa mère pendant la Fronde. Donc, un rapport, c'est là où on se rend compte la culture extraordinaire qu'on pouvait avoir au XVIIe et au XVIIIe siècle sur ces questions dont on parle. Et donc, elle va s'installer au Letoon, donc au milieu de ce marais, et elle va au Letoon, donc va prospérer un sanctuaire où vous retrouvez donc la triade apollinienne ici, puisque sur l'image en bas, vous avez donc les temples de Leto, Artémis et Apollon, respectivement. Donc Artémis petit mais au milieu. Et il y a une question qui n'est pas tout à fait résolue, c'est de savoir qui est-ce qui a, comment dans une région qui n'était pas grecque, qui était considérée comme encore barbare entre guillemets, a pu s'implanter un culte grec aussi affirmé. Donc, il semblerait que le personnage d'Arbinas, donc qui a été à un moment qui a régné sur la Lycie, qui a conquis la Lycie, et jouait un rôle très important au travers d'un prophète qui était à son service, qui a été son précepteur, qui a fait son éducation. Et sur le texte, l'inscription que vous avez sous les yeux, à droite, vous voyez la traduction. Et il y a parmi les louanges qui sont faites à Arbinas pour sa mort, on signale que voilà, c'est ce que commémore cette dédicace à l'instigation du dieu Apollon qu'il fit interroger à Pytho, donc à Delphes. Donc on voit qu'un maître, un roi qui n'est pas grec, a eu recours au service d'Apollon Pythien pour établir, pour poser un certain nombre de questions, et parmi lesquelles on sait que venait la question de l'instauration d'un culte justement de Leto, Artémis et Apollon qui a remplacé un culte local de déesses, de dieux et de déesses locales qui portaient d'autres noms, mais qui ont été hellénisés à cette occasion. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'il y a ce personnage donc, qui a joué un rôle important, Symmachos de Pélana qui a joué ce rôle majeur, on va dire, de trait d'union entre la culture lycienne et la culture grecque à une époque qui doit se situer à peu près autour de 380 avant Jésus-Christ. À droite, vous avez cette photo qui n'est pas de moi, mais que je trouve magnifique. Vous voyez au fond le temple de Leto, en partie reconstruit. Et au premier plan, vous avez une mosaïque qui a été installée dans le temple d'Apollon. Et cette mosaïque, donc installée par les Ptolémées vers 280, sans doute, enfin Ptolémée 1 ou Ptolémée 2, on ne sait pas exactement. Donc pour indiquer qu'il s'agit bien du temple d'Apollon, donc vous reconnaissez parmi les trois symboles qui sont présentés ici, donc deux qui sont évidents, à gauche et à droite, l'arc et le carquois, et puis à droite la lyre ou le sitar, je ne sais plus exactement, et donc qui sont des symboles tout à fait communs, et puis au milieu un symbole qui nous a donné beaucoup plus de fil à retordre, parce qu'on avait du mal à l'interpréter, on était parti sur des tas de pistes, et finalement c'est grâce à Anne-Marie Guimier-Sorbet qu'on a compris qu'il s'agissait d'un symbole proprement ptolémaïque qu'on trouve beaucoup en Égypte et qui donc à l'époque la Lycie donc était sous l'autorité des Ptolémées et donc c'est un symbole d'une fleur nilotique qui est un symbole de résurrection et de renaissance qui a été intercalé entre les deux symboles. Donc là aussi une sorte d'acculturation entre une culture, donc la culture grecque proprement dite, et des cultures exotiques qui sont aussi bien lyciennes que égyptiennes. Alors, toujours en Lycie, un autre bâtiment qui est extrêmement intéressant, qui montre ce rapport. À gauche, vous avez un bâtiment que vous reconnaissez sans doute, donc on appelle improprement la Tolos à Delphes, mais qu'on maintenant il faut appeler Rotonde. Et ce bâtiment, nous avons pu, il y a 2 ans, réunir suffisamment d'arguments pour nous assurer de son identité. En fait, il s'agit d'une rotonde offerte par les Macédoniens, soit Philippe II, soit Alexandre, vers 335 à peu près, et qui est l'équivalente en fait de la rotonde qu'on trouve à Olympie, qui s'appelle le Philippeion, que tout le monde connaît, mais on n'avait pas fait le rapprochement pour des raisons trop difficiles, enfin trop longues à expliquer ici, on n'avait pas fait le rapprochement entre le bâtiment, la rotonde de Delphes et la rotonde d'Olympie. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que les fouilleurs
autrichiens, donc qui fouillent à l'Émirat, à l'époque c'était le regretté professeur Borchardt, ont retrouvé les éléments assez nombreux d'une autre rotonde, donc qui a été identifiée de façon quasi certaine maintenant comme Ptolémaion, donc une sorte de cénotaphe de Ptolémée II, là aussi pour indiquer que la Lycie, pour signifier que la Lycie était sous domination lagide. Et vous voyez à quel point ces deux bâtiments se ressemblent. On peut émettre l'idée que le bâtiment de droite, le Ptolémaion, soit une sorte d'interprétation, de réinterprétation du bâtiment de gauche, qui était un peu la référence absolue, qui était un des plus beaux bâtiments de l'Antiquité, avec 40 métopes sculptées de toute beauté, donc entièrement en marbre. Et voilà, donc bien sûr, c'est tout à fait, euh, je veux dire, attendu que les Ptolémées se réfèrent à un monument macédonien, leur propre origine. Donc, dans l'étude de ces deux monuments, aussi bien les gens de Lycie se regardent du côté de Delphes pour essayer de comprendre leur monument, que nous, à Delphes, on regarde le monument lycien pour essayer comprendre ce qu'on ne comprend pas à Delphes. Donc on voit à quel point l'impérialisme macédonien, comme disait Jouguet, a vraiment modifié complètement l'architecture, entre autres, pas seulement bien sûr de toute cette... il y a véritablement une architecture et un urbanisme aussi macédonien qui se répand à l'époque hellénistique et qui permet de faire des comparaisons entre l'Ouest et l'Est. Donc voilà, je mets cette carte tout simplement parce que dans les deux premières cartes que j'ai montrées, Delphes était au centre du monde, vous vous en souvenez, et puis sur cette carte, eh ben, malheureusement pour nous Delphiens, on voit que Delphes n'est plus au centre du monde grec, il est dans un coin, si je puis dire, tout à fait au bout, à l'extrémité de la carte. Il joue, bien sûr, son prestige est toujours là. C'est on va dire, un élément du patrimoine religieux et historique important, mais Delphes n'est plus du tout un endroit où se prennent des décisions importantes. Il y a toujours une amphictyony, mais elle discute de choses un peu secondaires. Et petit à petit, voilà, elle va se retrouver presque comme un site touristique, ou en tout cas historique et non plus contemporain. D'ailleurs, vous voyez sur la carte que Delphes est un endroit qui, d'ailleurs, ne dépend pas d'un empire, d'un des grands empires hellénistiques, donc ne bénéficie pas directement d'un puissant souverain ou d'un puissant royaume, mais va au contraire quémander de l'argent partout, aussi bien aux Séleucides qu'aux Attalides, qu'à tous ceux qui voudront bien l'aider. Alors, quand même, je signale juste au passage que je ne sais plus si j'ai mis l'image ou non, peut-être on la verra après, que si on connaît les maximes delphiques, ou en tout cas la majorité d'entre elles, c'est quand même grâce à une inscription qui a été trouvée dans les années 50, je crois, ou 60, en Bactriane, donc à l'extrémité de l'Afghanistan, sur le site d'Aïranoum, où un Cléon l'écrivain, donc le soldat qui s'est installé là, a offert une inscription sur laquelle il a recopié les maximes delphiques qu'il avait vues, dit-il, dans le temple de Delphes, donc à l'autre extrémité du monde grec, ce qui vous montre cette diffusion. Alors, donc, on arrive à cette période hellénistique où Delphes est un petit peu mendiant, essaye de survivre grâce aux dons de ces grands souverains hellénistiques, souvent en rappelant le passé prestigieux, historique, que cherchent aussi à voir ces souverains hellénistiques. Alors, le grand bienfaiteur de Delphes, c'est évidemment Pergame, qu'on va retrouver pendant tout le IIIe siècle présent sur le site, au travers de très nombreuses offrandes. La plus importante, c'est celle que vous voyez ici, c'est une grande terrasse qui se trouvait donc à l'est du sanctuaire et qui faisait le trait d'union entre deux parties du sanctuaire. D'une part, le sanctuaire d'Apollon, donc auquel elle était rattachée par cet escalier que vous voyez au milieu de l'image. Et puis, quand on passait par la porte qui est au fond de l'image, on arrivait directement
tout de suite dans le sanctuaire de Dionysos, qui était l'autre dieu. Apollon et Dionysos se partageant la garde du sanctuaire. Enfin, Dionysos pendant les 3 mois où Apollon était pas là et était chez les Hyperboréens. Donc là, cette terrasse servait de lieu de rassemblement pour les fêtes qui étaient faites soit pour commémorer donc ces deux dieux en particulier, donc Apollon et Dionysos, des théophanies par exemple, et puis les sacrifices qui étaient offerts donc à chacun des dieux séparément, et les gens se retrouvaient sur la terrasse pour consommer les viandes qui n'avaient pas été offertes directement aux dieux. Donc à l'extrémité droite, vous aviez le dernier trésor offert à Delphes, qui est celui donc offert par le souverain Attale Ier. Et puis à gauche, la salle, une sorte de salle de banquet où les gens se réunissaient, les nombreux pèlerins, pour savourer leur viande. Ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le voyez sur l'image, au centre, on a aussi au milieu le pilier qui porte l'effigie du souverain Attal Ier, donc à l'époque, aux fêtes de sa gloire, après sa victoire sur les Galates. Et puis à gauche, vous avez quelque chose de tout à fait, je dirais, inédit, parce que l'image que vous voyez, en fait, elle a 4 jours, donc vous voyez que vous avez droit à des choses tout à fait nouvelles. C'est grâce à un travail qu'on a fait, Anne Jacquemin et moi-même, avec Dominique Mullier, qui travaille en particulier sur ce sujet. Nous avons réussi finalement à comprendre que l'adjonction qui avait été faite d'un deuxième pilier à côté du pilier d'Attal Ier n'était pas pour d'autres souverains attalides, mais était pour sa femme, son épouse, Apollonis de Cyzique, qu'il avait divinisé. Donc, on ne sait pas si c'est de son vivant ou après sa mort, ce qui a permis à Dominique Mullier de suggérer cette idée qui colle très très bien avec ce qu'on a comme trace archéologique, c'est le fait que le pilier est couvert de textes qui sont en rapport avec Cyzique. Donc là, j'ai pas mis d'image de Cyzique en particulier. C'est une ville qui se trouve sur la mer actuelle qu'on appelle la mer de Marmara, pardon, et où il y a des fouilles actuellement extrêmement importantes par nos collègues turcs qui mettent au jour un temple absolument gigantesque fait à l'époque d'Adrien. Et donc, je voulais vous montrer cette image parce que c'est une souveraine qui a joué un rôle très important dans l'histoire de Pergame et qui est honorée ici, à la fois par les inscriptions, par les textes qui parlent des honneurs qui sont rendus à cette reine, et par un monument très spectaculaire qui a donc orné, qui se trouvait en face du temple et qui a changé tout à fait l'aspect de la terrasse. Alors, une autre consécration attalide pergaménienne importante à Delphes, c'est le théâtre, puisqu'on a une inscription qui nous apprend que le théâtre a été construit par Eumène II, donc celui qui a peut-être construit le grand hôtel de Pergame, et avec d'autres offrandes qui sont signalées par des textes pour lesquels il est remercié chaleureusement par les édiles de Delphes. Alors ça paraît un peu surprenant parce qu'il y a beaucoup de Delphiens qui n'arrivent pas, qui se disent c'est pas possible qu'il n'y ait pas eu un théâtre avant Eumène II, avant 180, 170, 160 avant Jésus-Christ. Il y avait sûrement un théâtre. En réalité, on n'en sait rien. Et s'il y avait un théâtre, il n'était probablement pas construit. Ça devait être juste un théâtre de verdure ou un plan incliné sur le terrain, comme ça arrivait dans beaucoup d'autres endroits. Et c'est vraiment les Pergaméniens, les rois de la construction sur la pente, comme vous le savez si vous avez visité Pergame, où c'est très spectaculaire. Toutes ces constructions qui ont été donc invitées à Delphes pour réaliser ces différentes constructions, donc dont le théâtre qui est un des monuments les mieux conservés du sanctuaire et que vous voyez ici. Il est possible d'ailleurs qu'on voit une trace dans ces deux théâtres du fait de l'absence de bâtiments de scène. Les bâtiments de scène, aussi bien à Pergame que probablement aussi à Delphes, étaient en fait non construits en pierre, mais construits uniquement en bois quand on en avait besoin et permettaient donc depuis le théâtre de jouir du paysage qu'on avait en face. Et ça, c'est peut-être certaines personnes, Pierre Gros d'ailleurs, avait tiré de ces observations le fait que les Pergaméniens avaient inventé la scénographie
avait fait une intervention là-dessus, c'est-à-dire la mise en scène des monuments dans leur contexte, dans leur paysage, dans leur environnement. Et on en a ici une belle illustration dans le cas, donc dans les cas contemporains de Pergame et de Delphes. Alors, je suis n'étant pas épigraphiste, donc je peux difficilement commenter toutes les inscriptions qui, à cette époque-là, donc nous révèlent ces rapports épisodiques, mais quand même assez denses, entre les différentes cités d'Anatolie et d'Elfe. Très souvent, il s'agit des gens, que ce soit par exemple Magnésie du Méandre ou d'autres, envoient des émissaires à Delphes pour entériner des décisions qu'ils veulent prendre sur l'instauration d'un culte, sur l'obtention de l'asilie sur leur territoire ou des choses comme ça. Donc, quelquefois, il y a des choses un peu curieuses, un peu bizarres, comme dans le cas des Asclépiades de Cos et de Cnide. Et donc, vous avez toutes ces inscriptions. La plupart de ces inscriptions ont été étudiées et réunies dans un ouvrage que je trouve personnellement remarquable et qui est pour moi un des ouvrages fondamentaux pour comprendre Delphes, qui est un ouvrage récent fait par Dominique Mullier, Anne Jacquemin et Georges Rougemont qui s'appelle donc le choix d'inscription de Delphes, avec des commentaires tout à fait remarquables, puisqu'on a non seulement les inscriptions, mais aussi leur explication. Et donc, c'est un très beau livre pour quelqu'un qui a envie d'en savoir plus sur Delphes. Alors, vous voyez, par exemple, dans la sélection que j'ai faite ici, vous voyez la cinquième en bas est intéressante parce que vous voyez que non seulement Attal et Eumène donnaient de l'argent pour faire des monuments, mais ils ont même envoyé 18 000 drachmes d'Alexandre pour les honneurs et pour l'éducation des enfants de Delphes. Donc, si les enfants de Delphes avaient des écoles avec des maîtres qui étaient payés correctement, et ben c'était grâce à la libéralité donc des souverains de Pergame. Alors là, on arrive à un autre personnage qui a aussi donné beaucoup d'argent à Delphes, mais qui est beaucoup moins recommandable, en tout cas d'après les auteurs antiques, qui était quelqu'un, donc Prusias II, j'ai oublié d'écrire deux, Prusias Ier était quelqu'un de mieux, mais Prusias II de Bithynie n'a laissé que des mauvais souvenirs dans l'histoire et des historiographies. Mais il avait donné beaucoup d'argent, il était très riche, et enfin son royaume en tout cas, il avait donné beaucoup d'argent, du blé, qui avait permis donc aux Delphiens à subsister lors de disettes importantes. Et il était remercié, donc comme beaucoup d'autres souverains de cette période-là, par son effigie, donc à cheval. Donc je ne sais pas si vous voyez à droite sur mon écran, c'est un peu masqué, mais je ne sais pas, ça n'est peut-être pas sur le vôtre. On voit un pilier avec un personnage à cheval au milieu d'une boisson d'or. Et c'est une restitution que j'avais faite il y a très longtemps, il y a près de 40 ans, pour illustrer la façon dont Prusias avait été remercié. On n'est plus tout à fait sûr qu'il était représenté sur cette moisson, mais en tout cas, il était remercié donc, par les Étoliens, qui étaient les grands comment dire, puissants à Delphes pendant ce siècle-là, pendant le IIIe siècle, et qui donc le remercie par l'érection de ce pilier avec sa statue qui était au sommet. Et oui, je disais, Prusias II était un personnage peu recommandable parce il a quand même vendu ensuite Hannibal, livré Hannibal aux Romains. Voilà, et puis il a fait d'autres choses. Il voulait tuer son fils, Nicomède, qui voulait régner à sa place, des choses comme ça. Bon, donc je passe un peu sur les détails, mais ça veut dire quand Plutarque, prêtre d'Apollon au IIe siècle après Jésus-Christ, attend le client, si je puis dire, assis sur les marches du temple d'Apollon en se lamentant sur le fait qu'il n'y ait plus personne qui vienne consulter la Pythie, il dit à un moment, lui et ses amis parlent de tous ces souverains hellénistiques dont la statue est sur des piliers tout autour du temple, et il se lamente en disant, mais c'est honteux. Parce que quelqu'un a dit, oui, c'est honteux qu'il y ait une prostituée, qu'on ait fait une statue de Phryné sur un pilier. Et il dit, oui, mais c'est encore plus honteux d'avoir ces souverains hellénistiques parce que c'est eux qui ont ruiné la Grèce et qui nous ont mis dans l'état où on est. Heureusement que les Romains sont venus là pour remettre un peu d'ordre, mais voilà. Donc il a quelques réflexions philosophiques sur le monde comme il va, et notamment à les périodes hellénistiques. Alors, je vais terminer mon exposé donc par les derniers siècles de Delphes qui ont été jusqu'à présent complètement, je dirais, oubliés, en grande partie oubliés de l'histoire de Delphes. Claude Watin avait fait sa thèse sur Delphes à l'époque romaine, mais malheureusement, elle est toujours inédite, elle n'a pas été publiée.
Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, hein, ou d'archéologues, de gens qui travaillent à Delphes, ont un peu tendance à croire que l'histoire de Delphes s'arrête au passage de Pausanias, qui nous donne la description précise des monuments, et qu'après, il n'y a plus rien jusqu'à la fin de l'Antiquité. En fait, avec Anne Jacquemin, on est sur beaucoup de sujets sur lesquels on travaille. On se rend compte que Delphes a continué à exister difficilement, peut-être dans un état qui commençait à être un peu décrépit, mais il y a quand même, voilà, il y a le deuxième siècle, le troisième siècle, le quatrième siècle, encore jusqu'à l'interdiction du culte qui a quand même été un peu douloureuse, qui s'est passée de façon un peu douloureuse à Delphes avec les tentatives de réinsertion, avec Julien Laposta et tout ça, il y a quand même encore 2, 3 siècles qu'il ne faudrait pas complètement oublier, qui malheureusement ont été en grande partie éradiqués par la fouille, lors de la grande fouille, parce que tout ce qui était bâtiment en briques et tout ça n'était pas considéré comme voilà, suffisamment de bonne époque pour être conservé. Et donc on essaye aujourd'hui de rétablir un petit peu cette fin de Delphes qui nous permet d'expliquer beaucoup de choses, d'ailleurs, sur l'état actuel des monuments. Alors là, j'ai mis 2 exemples de gens qui ont contribué à cette fin de Delphes. Vous voyez, par exemple, Néron, quand il est venu à Delphes pour chanter au théâtre, donc on a vite refait quelques travaux pour que le théâtre soit présentable quand il arrive. Et pour remercier les Delphiens, il est reparti à Delphes avec 500 statues en bronze, nous dit Pausanias, ce qui est quand même pas très gentil, et peut-être aussi des statues en pierre, on ne sait pas. Et là, j'ai mis un exemple d'une statue qui peut-être, n'a pas disparu complètement. Vous voyez sur l'image en haut une reconstitution du quadrige doré offert par les Rhodiens en face du temple d'Apollon, donc avec Hélios qui fait face à la fois à Dionysos et à Apollon sur son trépied. Et cette offrande n'est pas citée par Pausanias, elle a peut-être disparu tout simplement à son époque parce qu'il n'aurait pas dû la rater normalement en passant devant. Et comme vous le savez, Néron se prenait lui-même pour une sorte d'Apollon ou d'Hélios, hein, il s'est souvent fait figurer sous cette forme-là, il ne serait pas du tout surprenant qu'il ait embarqué cette offrande. Et comme on sait depuis peu de temps que cette offrande était en pierre dorée et non pas en bronze, il n'est pas totalement impossible qu'elle soit restée sous une forme mutilée ou en tout cas partielle à Rome. Et c'est ce à quoi je pense chaque fois que je passe devant le biche du Vatican que vous voyez en bas et qui est une reconstitution qui a été faite à la Renaissance à partir de chevaux antiques. On a fait un char qui, lui, n'est pas du tout antique, mais qui est antiquisant. Et c'est assez surprenant parce que la position de ces chevaux fait vraiment penser au char d'Hélios qui surgit des flots. Et donc, il ne serait pas complètement absurde ou impossible de penser qu'on ait là une résurgence de l'offrande du IVe siècle avant Jésus-Christ dans les ruines de Rome, puisque sur les 500 statues, il y a peut-être certaines ont été, sait-on jamais, on peut rêver, conservées. Alors, un autre passage difficile, évidemment, et même radicalement difficile de Delphes, ça a été évidemment la fin du paganisme et l'interdiction du paganisme par Constantin et ensuite l'édit de Théodose un peu plus tard. Et donc Constantin, quand il a créé, enfin recréé ou refondé à Byzance sa capitale Constantinople, on sait qu'il a fait venir du monde grec de plein d'endroits différents des offrandes donc, pour orner sa nouvelle capitale et notamment il a fait venir cette offrande très célèbre dans l'Antiquité qui était qu'on appelait le trépied de Platée. Alors le trépied, il avait disparu très vite, il avait été volé et fondu par les Phocidiens au IVe siècle, mais il restait quand même la colonne de bronze qui supportait le trépied avec ses 3 têtes de serpent et surtout le nom des peuples qui avaient participé à la bataille de Platée contre les Perses, donc encore une offrande consécutive ou hermétique. Et cette offrande, il l'a déplacée donc sur l'hippodrome de Constantinople où elle est restée jusqu'à nos jours, puisque les têtes de serpent, bon, malheureusement, ont été cassées en 1700, mais la colonne est toujours là, comme vous voyez sur la photo, avec son inscription, sa belle inscription, elle a été restaurée récemment, et c'est peut-être, je crois, si je ne me trompe pas, le seul bronze antique qui soit resté, non, grec, pas antique, parce qu'il y a des bronzes romains, mais en tout cas le seul bronze grec qui soit resté visible et connu durant toute l'histoire, puisqu'il est connu à l'époque byzantine, bien sûr. Il a été respecté comme talisman par
les Ottomans lors de la prise de Constantinople, qui n'y ont pas touché et qui au contraire l'ont réutilisé pour en faire une fontaine. Et voilà, il est toujours là, et donc c'est un monument très émouvant. Alors à Delphes ne reste plus que la pierre qui portait cette offrande, enfin la partie basse en tout cas du socle de cette offrande. Et dans cette partie basse, on voit encore les traces d'une grande statue monumentale. Et il y a de fortes raisons de penser que c'est la statue de la personne qui honorait la personne qui a pris le trophée pour l'emmener à Constantinople, à savoir Constantin. Et il avait plusieurs statues donc, de lui, puisque quand même, pendant sa vie, il a été païen avant de se convertir au dernier moment. Et donc, il avait probablement sa statue en remplacement de l'objet volé qu'il avait emmené à Constantinople, qui nous a permis d'ailleurs de l'avoir. On va pas lui faire de reproche, puisque c'est grâce à lui que cet objet est toujours là. Voilà, donc c'était un panorama un peu disparate parce que je vous ai présenté des choses quand même assez différentes les unes des autres, mais je pense pas qu'on puisse artificiellement construire un discours sur Delphes et l'Anatolie parce que ça concerne des périodes tout à fait différentes, ça concerne à la fois l'oracle, mais aussi des rapports institutionnels, des rapports politiques et tout ça. Donc c'était une sorte de, là, non pas de choix d'inscription, mais choix de monument qui illustre ces relations à la fois, je dirais, à la fois suivies, importantes et en même temps parfois quand même un peu autonomes et détachées, complexes en tout cas, du grand sanctuaire apollonien avec tout le territoire hellénisé donc de l'Anatolie. Donc, je vous remercie pour votre patience et votre attention. Et si vous avez des questions, bien sûr, j'essaierai, ou peut-être d'autres personnes, puisque si Anne Jacquemin est toujours là, plus compétente que moi pour préciser certains points qui vous intéresseraient. Merci beaucoup, Didier, pour cette conférence passionnante avec une incursion dans Delphes et dans l'Anatolie qui brosse un panorama tout à fait extraordinaire. Moi, je retrouve des choses connues, mais d'autres, effectivement, qui m'interpellent davantage et me donnent envie d'approfondir. Donc, merci parce que c'est une conférence qui évoque à la fois des aspects architecturaux et épigraphiques, mais aussi l'histoire des religions. Et vraiment, je pense que tant les néophytes qui ont pu assister à cette conférence que les spécialistes et collègues qui nous font l'honneur de leur présence ont dû faire quelque chose à la réflexion. Alors, justement, là, on peut faire circuler la parole pour des questions ou des apports, hein, à votre gré. S'il y a des personnes qui sont plus timides et qui ne souhaitent que s'exprimer dans le fil de conversation, eh bien, je me ferai le relais de ces questions écrites. Allez-y, je ne sais pas, peut-être Claude ou Anne-Marie ou Anne, qui veut prendre la parole. Claude, peut-être? Je vois que. Vas-y, Claude. Oui, Didier, j'étais impressionné par l'omphalos dans le temple de Claros et je me suis demandé si les Grecs ne pratiquaient pas aussi ce que les Égyptiens pratiquaient à Tire-Larigot à partir du 7e siècle, les cultes de substitution. Ça Mhm. leur, ça leur permet de célébrer un culte précis sur un rituel précis n'importe où en Égypte. Et tu sais, dans la tombe 33, Padiamenopé a reproduit un lieu de culte abydénien. Et là, je suis en train de travailler dessus. Il faisait ça assez fréquemment. Donc, c'est assez commode pour attirer des offrandes et développer des sanctuaires. C'est une idée comme ça. Quant au Mhm. palmier, je crois que j'avais déjà passé la note de Derchin avec le noyau de figues et le nom du dimanche de Rameau en grec, hein. Je crois que tu as déjà le dossier là-dessus. Non, mais effectivement, cette idée de culte de substitution est, je trouve très intéressante. Je pense que Jack Ma aurait sûrement plus à dire que moi là-dessus. Je ne sais pas ce qu'elle en pense. J'en profite pour dire que mon collègue du Collège de France m'a demandé de faire une intervention en décembre sur ce thème. Donc, je vais Ah refaire oui. une synthèse.
Je vais prendre des choses que j'ai déjà publiées, gratter un petit peu dans mes tiroirs avec d'autres, et puis faire un petit peu de théorie finalement. Ça peut être amusant. Peut-être un apport d'Anne Jacquemin, peut-être en complément. Pour mettre le micro, Oui. Anne, il faut que tu mettes ton micro. Voilà. Oui, c'est à propos de Claros et donc du tesson, enfin de l'ostraca, enfin je sais pas quel était l'objet gravé, hein, avec l'Apollon. Et bon, c'était beaucoup intéressé à l'animal, mais donc tu as parlé de la proue de navire, Peut-être, oui, je sais pas. qui pourrait alors comme tu as parlé enfin, de quelque chose qui est du genre sanglier. Oui, c'est ça, oui, je cherchais le mot sanglier, oui. Or, les navires de Samos avaient une proue en forme de sanglier. La Samaïna, le navire samien, avait une proue sanglier. Ah oui, effectivement, c'est une bonne piste, oui. Il faudra. J'en parlerai à mes collègues de Claros, là, parce que je pense pas qu'ils connaissent, j'ai pas l'impression qu'ils connaissent cette chose-là, oui, cette information. Et puis alors, bon, pour l'omphalos, effectivement, d'avoir un doublon, si on peut dire, enfin, à Claros de Delphes, c'est, ça valorise le sanctuaire. D'autant plus que Manto, qui joue un rôle, elle est quand même venue de Delphes. Enfin, elle était envoyée par le dieu de Delphes. D'accord. Ah oui. Euh, Ok. Peut-être une autre question. J'ai une question écrite de Hassan qui, d'abord, te remercie beaucoup, Didier, et qui dit, donc je lis, c'est une question un petit peu longue, concernant les connexions avec l'Orient durant la période archaïque, au-delà des offrandes, est-ce qu'il y a aussi des preuves de contribution financière ou de la présence de maçons, grecs et anatoliens de l'Asie mineure occidentale, dans la construction des monuments de Delphes? On sait par exemple que Crésus n'a pas seulement fait des offrandes au temple d'Artémis à Éphèse, mais en a également financé la construction. Je suis particulièrement intéressé à savoir s'il existe des indices, comme des crampons, d'autres techniques architecturales qui témoignent de connexions, de pratiques partagées euh, pardon, avec des sites tels que Milet, Éphèse, Sardes ou d'autres à l'époque archaïque. Bonjour. Alors, oui, bonsoir, Sad. C'est évidemment une très bonne question, assez difficile. Il y a actuellement justement une équipe qui travaille à Delphes, que vous allez peut-être rencontrer là quand vous passerez dans quelques jours, qui travaille sur un sujet qui n'a pas été tellement étudié pour l'instant à Delphes, c'est-à-dire les scellements, la technique des crampons et des scellements. Chaque Mhm. personne s'est intéressée évidemment un peu au scellement, mais dans le cadre uniquement de sa propre étude. Alors que là, il s'agit d'une étude générale et ils sont en train de travailler sur les scellements d'époque. Ah, la connexion est... Une particularité de Delphes, c'est qu'ils sont. Didier, tu as été interrompu un moment par la connexion. Je ne sais pas si c'était le cas pour tout Ah le monde. oui, alors je reprends par rapport à la question qui a été posée. Donc, une des particularités de Delphes, semble-t-il, c'est que effectivement les donateurs non seulement offrent des choses, mais les font construire par leurs propres artisans. Alors, on a des cas précis, alors soit à Delphes, soit à Athènes d'ailleurs, mais par exemple à Delphes, où on sait par exemple que les Attalides envoient non seulement leur, le matériau, c'est-à-dire la pierre avec laquelle ils vont construire leur bâtiment, mais ils envoient aussi leurs propres ouvriers. Donc, je dirais c'est vraiment une livraison, un package qui est fait entre Mhm. le D'accord. financement, le matériel, évidemment, le marbre, quand il s'agit d'un marbre particulier, par exemple, quand les Siphniens offrent leur trésor, et ainsi de suite.
On aimerait bien en savoir un peu plus justement sur le trésor de Cnide de ce point de vue-là. Et il y a sûrement à Delphes une représentation, enfin une présence de techniques qui viennent chaque fois d'un point différent enfin, en rapport avec les donateurs. Alors, dans le cas de l'architecture archaïque entre, on va dire, Delphes et l'Asie mineure, par exemple, il y a un trésor qui malheureusement lui aussi est totalement inédit, qui n'a jamais été étudié et que je suis sûr que vous intéresserez beaucoup, vous, c'est le trésor de Clazomène. Donc, D'accord. Clazomène est une des villes quand même principales de d'Ionie. Il offre un trésor qu'on connaît assez mal, mais dont on a quand même identifié certains morceaux qui ressemblaient aux autres trésors, enfin qui avaient de même nature, on va dire, pas qui ressemblaient, mais de même nature que d'autres trésors ioniques offerts à cette époque-là à Delphes. Et le trésor de Clazomène, par exemple, il a des scellements très particuliers. Il se reconnaît à ces scellements qui sont particuliers. Il se reconnaît à la forme des pierres aussi qui est particulière, des anathyroses et tout ça. Donc, il y a probablement une sorte je sais pas, on peut pas appeler ça transfert technologique parce que je sais pas si ça a repris ou non par la suite, ensuite par les locaux, mais en tout cas une présence de savoir-faire qui sont propres à chacune des régions du monde antique à cette occasion. En tout cas, c'est une excellente piste, à mon avis, pour les recherches à venir. Ce qu'il faut faire, jusqu'à présent, je fais une petite parenthèse, les gens qui travaillaient à Delphes, c'était des Delphiens. Donc, ils travaillaient que sur Delphes, voilà, en gros. Bon. À part quelques-uns, justement, comme Pierre Amandry, qui avait fait le voyage de Persépolis. Et donc, il y avait tellement de choses à faire à Delphes qu'ils n'avaient pas eu trop le temps de regarder ce qui se passait sur d'autres sites. Et là, on commence maintenant à avoir une génération de gens qui, voilà, bien sûr, il y a eu tellement de fouilles qui ont été faites en Anatolie depuis. En 1900, c'était évidemment pas le cas. Que maintenant, on est capable de faire ce que nos prédécesseurs ne pouvaient difficilement faire, c'est-à-dire comparer ce qu'on voit à Delphes avec ce qu'on voit sur les sites importants de, je sais pas, Sardes, Éphèse, Milet, et ainsi de suite. Et donc, d'établir des ponts entre ces différentes régions. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Compris. En fait, ça intéresse beaucoup les échanges, les techniques et tout ça, comme vous savez. Et je pense dans le livre de Roland Martin sur l'architecture grecque, quand il fait un catalogue de crampons, il mentionne aussi crampons Codaronte qui sont assez grandes, caractéristiques de l'époque archaïque, qu'on a les négatives à Delphes aussi, ce qui est Tout à fait. yeah, ouais, ce que ça paraît plutôt à Milan, Éphèse, à Lesbos, tous les sites, à Sardes aussi, on a trouvé des exemples, mais aussi en Perse aussi, à Pasargade, à Persépolis. Comme vous avez dit, c'est des maçons grecs et sardiens qui travaillaient en Perse aussi, donc ça m'intéresse un peu. La mobilité aussi, comme vous avez dit, c'est pas justement le matériel, mais c'est les gens, les maçons qui voyagent aussi. Et ça, c'est des questions m'intéressent. C'est une question que je vais poser dans ma thèse si on a Très l'occasion bien. plus tard. On parle. Ouais. Merci beaucoup Très en tout bien. cas. Peut-être, je ne résiste pas à la tentation de rebondir sur des aspects lyciens que tu as évoqués dans ta communication qui étaient très intéressants. Euh, Peut-être sur le côté un peu paradoxal en ce qui concerne la présence du grec en Lycie. Et parfois, on a peut-être tendance à surévaluer l'importance de l'action d'Aquinas, parce qu'effectivement, on a l'impression, en lisant les bases de statuts, les différentes inscriptions grecques, que bon, bah, c'est lui qui a instauré le culte de Leto, peut-être de la triade apollinaire. Bon, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas. Alors d'abord, il y a aussi l'œuvre un peu plus tardive. Tu parlais de Libira, mais de Périclès de Libira, qui effectivement avec un hôtel luxueux et effectivement, le paysage écrit du grec. Cela dit, il y a des précédents. Alors, d'abord, c'est vrai que on peut observer que dans l'Iliade,
les Lyciens ne sont pas des barbarophones, contrairement aux Cariens. Donc, a priori, ils sont complètement hellénisés, d'après la tradition homérique, mais alors on sait qu'elle est quand même très altérée. Et puis, est-ce que, effectivement, au 5e siècle, il n'y a pas véritablement une influence relativement importante de la culture grecque? Alors, pas tant à travers les inscriptions grecques conservées que euh, à travers la lycianisation de noms grecs. Je pense notamment au document de Pilinscrit, qui est daté, qui est attribué par Keane au père d'Arminas à Gardis. Alors, on sait que la chronologie de Keane doit sérieusement être revue. Si Novella Vismara entendait finalement, certainement retarder l'histoire politique de la Lycie, contrairement à ce qu'on pense, puisqu'en fait, rien ne colle si on fait les identifications qu'il convient par rapport aux légendes monétaires. Néanmoins, bon, si il est inscrit antérieur à Orbinas, il suffit de regarder dans les parties lyciennes les manières dont, par exemple, les divinités grecques sont traduites, pas par des équivalents lyciens, mais par une lycianisation de forme. C'est comme ça qu'on a un Zossi à la place de Tarkas, qui est la continuation du Tarkun Lubite. C'est comme ça qu'on a Léti pour Leto, et non pas Eni Maranaï, la divine. C'est comme ça qu'on a Héraclès pour Héraclès, etc. Donc c'est très particulier cette question de savoir si finalement est-ce que la Lycie est un conservatoire euh, total de la tradition jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ inclus, et que ce sont des dynastes comme Arminas, comme Périclès, ou même comme Pixodaros, lorsqu'on met la main sur la vallée du Xanthi, qui introduisent réellement l'hellénisme. Ça, c'est encore quelque chose, je crois, qu'il faudrait vraiment creuser. Et puis, j'ai un deuxième complément. Tu as évoqué longuement, enfin, pas si longuement d'ailleurs, légende, la version ovidienne de la légende de Leto. Alors, il y a plusieurs versions de cette légende. Selon moi, celle qui recueille en fait les traits les plus archaïques et est une version portée postérieurement par l'automatisme pluraliste. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme le dit d'ailleurs ton père dans un article sur plutôt, c'était plutôt le clergé local qui réagissait à l'intruse. Bah, quand j'avais étudié la question, je voyais que dans la version donc en grec de Antonino et Silveralis, ce sont des boucoloi, on traduit généralement par bouvier, qui empêche les taux de boire à la fontaine, ou de laver ses enfants. Mais les boucoloi ont des exceptions religieuses, notamment dans le culte Dios, et je me suis demandé justement si ces fameux bouviers n'étaient pas justement des ministres du culte indigène préexistant qui résistent à ce culte étranger. Encore une fois que ça c'est une vision des choses, puisque, comme vous le savez, les Grecs, c'est encore un sujet. Il y a eu d'ailleurs une étude pour prétendre qu'elle était mythienne, est-elle crétoise, il y a beaucoup de choses à voir. Et d'ailleurs, dans ton exposé, tu rappelais qu'à Delphes, tant Artémis que Leto ont des places très marginales par rapport à Apollon. Et c'est vrai que ces deux déesses présentent des aspects qui nous laissent à penser que ce sont des anatoliennes. Artémis et, et Leto, une déesse mère. Et là encore, ça peut être une grande chose, puisque Apollon lui-même est peut-être un dieu oriental, alors qu'il incarne l'hellénisme. Tout à fait, oui. C'est effectivement une histoire assez compliquée. D'ailleurs, j'ai oublié de signaler une chose à propos de la Lycie. C'est que, bon, moi je suis pas spécialiste des affaires lyciennes, mais c'est vrai que j'ai
c'est que je suis ça quand même et je vois que c'est très compliqué. Bon, à Arbinas, on lui a fait dire tout et son contraire parce que en fait, on sait peu de choses vraiment assurées sur lui. Non, j'ai oublié de signaler une chose qui est assez intéressante aussi, dont on avait commencé à parler avec Anne Jacquemin. Les Delphiens, à Delphes, avaient offert à côté de l'autel d'Apollon, donc nous dit Pausanias, c'est l'offrande qui est à côté de l'autel d'Apollon, par les Delphiens, c'est un loup, une statue de loup. Alors, évidemment, il y a eu des articles là-dessus parce que pourquoi ils ont offert un loup? Et bon, Apollon Lycien, évidemment, le loup, tout ça. Je me souviens d'un article qui expliquait le paradoxe d'Apollon et du loup, qui est aussi d'ailleurs celui d'Artémis et des animaux sauvages. C'est qu'il est à la fois le protecteur des loups et le chasseur de loups. Voilà. Et comme ça arrive assez souvent, bon, de toute façon, on n'est pas à une contradiction près. Et donc, il peut se réincarner. Avec Anne, on a travaillé sur les formes aussi aniconiques d'Apollon. Et on voit aussi que voilà, Apollon peut prendre plein de formes différentes. Et surtout quand on remonte dans le temps. Et voilà, il peut prendre la forme du loup tout en étant chasseur de loups et ainsi de suite. Et donc, après, mais là, personnellement, j'y connais rien, je sais pas du tout mon domaine. Toute la question de savoir pourquoi Apollon Lycien, dans quel sens le loup, est-ce que c'est le loup va de la Lycie à Apollon ou d'Apollon à la Lycie et ainsi de suite, et comment est-ce qu'on peut commenter cette homonymie ou en tout cas ce rapport linguistique entre la Lycie et Apollon Lycien. Sur les loups, c'est un vieux débat historiographique. Je sais que euh, euh, Alexandre Marcinkowski avait publié il y a longtemps dans Ancient Society un article sur ça, quelques années dans la Sainte-Foy, par une homophonie, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait les lyciens, c'est pas du loup, hein. Ça serait plutôt lié à la racine indo-européenne luc. Et je sais que, par exemple, quand on interprète Huguenès, qui est dans l'Iliade, et qui est en connexion d'ailleurs avec la Lycie, puisque, en fait, il s'agit du dieu personnel de Pandavos, qui est une Lycie particulière puisqu'elle est en Troade. C'est une Lycie de Troade qui est à Zéléia. Mais Lycégenès, dans le dictionnaire d'époque, enfin, de grec épique de Beck, je crois, de Snell, il y a un article de Beck qui indique que c'est plutôt bon. Et René Lebrun considérait que c'était exactement la traduction de natif du Luca. D'ailleurs, Luca, c'est vraiment l'évolution attendue du Luca que l'on trouve dans les textes de la Chaussée Bétite et puis on a effectivement la Rogarite, etc. Et même en Mésopotamie, il y a des banques comme ce type-là, ou en linéaire B, d'ailleurs. C'est des mentions assez éparses. On a ces formes-là. Donc, l'Apollon lycien, c'est probablement un Apollon natif du Lucas, et je me rappelle une communication, je ne sais pas si Paul s'en rappelle, c'était organisé à Orléans, on avait justement à cette époque parlé de culte, on pouvait essayer de les voir, l'Apollon natif du Lucas, continuateur de la France. Et d'ailleurs, je trouve que on est, enfin, les progrès scientifiques et la question numérique vont dans ce sens-là, parce qu'il y a notamment en parcours, Rigueur avait fait Apollon avec Apollonas, qui est un dieu qui déclenche la peste dans des textes éthiques, et ça a été repris dans l'étude récente. Ça permet effectivement de conforter cette étude orientale, enfin cette origine, pardon, orientale d'Apollon, et donc Apollon pourrait être plutôt présent. Le loup, effectivement, il y a bien quelque chose, hein. C'est vrai que je ne sais pas de quand date
faudrait voir de quand date les statues qui ont été évoquées. Cette forme de loup. Moi, les questions liées au loup, je les date de l'époque hellénistique, le lien entre euh, repris par Servius. Et pour moi, dans la légende de Leto, on parle vide, c'est une, c'est une innovation. On ajoute un mythe originel, peut-être me trompais-je, que que qualifierais volontiers de populaire. Si c'est plus ancien, ça pose des questions, hein. Si on a des représentations en lien avec Apollon qui datent de l'époque classique ou archaïque, bah, ça exactement. Allez-y. Le loup, enfin le monument du loup à Delphes, il existe en 448, dans ces années-là, puisque successivement les Spartiates puis les Athéniens sont honorés sur la base du loup. Donc le monument est de cette époque-là ou antérieure. Il y a vraiment quelque chose à creuser, hein. De même, peut-être pour lui, il me semble qu'il y a des attestations de l'Apollon lycien en Attique, Oui, et donc un culte, même à l'époque classique, il me semble. oui, parce que les soldats, les archers doivent payer une certaine somme tous les ans à Apollon, lycien. Ouais. Donc là, il y a vraiment quelque chose à regarder. Alors, est-ce que l'Apollon lycien, en tout cas en Grèce, est vraiment lié au... Parce que Lucios, c'est pas le loup, hein, c'est Lucaios, normalement. Mais après, c'est vrai que c'est proche. Bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou apports? Sinon, je... Ah oui, Claude, vas-y. Oui, j'aimerais rapidement trois remarques. La première, en ce qui concerne les mouvements de techniciens, cela me rappelle les graphiques démotiques du temple de Philæ. Alors là, on est vraiment en Égypte. Et ces textes démotiques disent souvent, on envoie une équipe de spécialistes pour les textes religieux et les types de gravures de tel temple d'Endera et de Fou, travailler à Philæ. Alors ça, les seuls documents qu'on a, hein, c'est ces graphiques démotiques. Et si ça vous intéresse un parallèle, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Ces graphiques ont été traduits, étudiés depuis fort longtemps. Ensuite, les cariens en Égypte, c'est vrai que à Chapelle-Macoris, c'est des inscriptions cariennes. Il y en a également à Abydos. Et je me suis souvent demandé qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dessus. Alors, est-ce que c'est des techniciens qui sont arrivés? Je ne sais pas très bien. La question est ouverte. Enfin, deuxième remarque, méfiez-vous des animaux dangereux dans l'histoire des religions. Ils sont dangereux parce qu'ils sont porteurs de contradictions. Je me souviens d'une grande discussion avec Kakossi et le regretté Yann Kogeber à propos des crocodiles. Vous connaissez peut-être tous ces stèles de Horus sur les crocodiles. Alors Kakossi disait, oui, Horus, il est debout sur la tête des crocodiles, donc il les écrase. Et puis Yann a constaté que sur les textes, certains que j'en ai publiés aussi, les crocodiles sont plutôt les alliés du magicien pour combattre les forces mauvaises. Et pourquoi il est debout sur la tête? Parce que si vous voulez représenter deux crocodiles qui marchent à côté de vous, vous mettez que la tête des crocodiles à côté, si vous mettez tout le crocodile, vous êtes obligé de mettre l'image du Dieu sauveur par-dessus. Bon, c'est le genre de discussion un petit peu rigolote. Et plus généralement, avec les cultes de substitution, donc je vois la grande différence entre l'Égypte et la Grèce, c'est que s'il y a deux sanctuaires qu'on peut mettre en parallèle comme importants, c'est Delphes et Abydos. Simplement, à Delphes, on a apporté l'ensemble de la culture grecque à côté de Delphes avec les fameux trésors, tandis qu'en Égypte, Abydos, on a fait des copies du tombeau d'Osiris à Abydos dans différentes parties d'Égypte à différentes périodes, en particulier dans la tombe de mon cher Padiamépé. Voilà ce que cet exposé. Merci Didier. Ça me fait bouillonner un peu dans le cerveau. C'est bien de sortir de chez soi de temps en temps. Ben, merci Merci beaucoup. beaucoup, Claude. Je relais aussi les remerciements écrits de Anne-Marie Schleger.
qui te remercie. Je pense tout. Euh, je vous ai indiqué dans le fil de discussion mon mail pour ceux qui ne l'auraient pas, si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochains webinaires. En principe, nous aurons le 5 novembre Alexandre Solka qui nous parlera de Crète et de l'INEFA. Nous aurons au mois de décembre Marie-Claude Trémouille qui nous parlera de partout. Ce sera normalement le 17 décembre. Le 11 février, nous aurons normalement une introduction à l'archéologie par Éric Jean. Et normalement, le 15 avril, je vous parlerai de langue 8 et de civilisation 8. Voilà. Et bien sûr, je saisis l'occasion d'avoir des très estimés collègues et savants pour vous inviter, si vous le souhaitez, à vous proposer même des séminaires en ligne, des conférences que nous pourrons relayer de la Societas Anatolica. Alors, cette conférence est enregistrée, donc sera, comme je le disais au début, et sera placée sur notre chaîne YouTube. Ça sera la première conférence publique. Ayons les invitations aux membres de la Societas Anatolica, et puis également aux membres associés, notamment. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez m'écrire donc à ericraymond@societasanatolica.org.